Face aux maux qui minent notre pays, plusieurs structures, associations de la société civile appellent à une marche de protestation ce mercredi 21 décembre 2016. Écho dans un instant. Dans ce journal, à suivre également les échos des préparatifs du Petit Mouloud à Kotiré. Le comité d'organisation met les bouchées doubles pour une fête réussie à une semaine de la manifestation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari qui reçoit ce soir comme invité le secrétaire général du SNAD, le syndicat national des agents des douanes, le colonel Moumouni Bana, avec qui donc nous allons passer au pain fin donc la situation qui prévoit actuellement au sein de l'administration des douanes avec la nomination d'une autre force à la tête de la douane nigérienne. Le temps de débuter cet entretien, je lisais dans les titres, des organisations de la société civile, des structures syndicales et des leaders d'opinion se sont réunis ce dimanche au siège de la CNT après avoir passé au pain fin la situation sociopolitique et économique de notre pays. Une déclaration a été rendue publique. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration lu par M. Ali Idrissa, le coordinateur national de Rotab Niger. Au lendemain de la transition militaire de 2010, les Nigériens, toutes sensibilités confondues, avaient nourri le légitime espoir d'un Niger nouveau qui serait un havre de paix où il ferait bon vivre. Cet espoir s'est encore amplifié lorsque le régime qui venait de s'installer a annoncé l'ouverture de grands chantiers. Somme toute promoteurs. À cela sont venus s'ajouter la mise en exploitation du pétrole et l'annonce de celle des mines d'Azélik et de Mouraren. Ces effets d'annonce ont ému nos concitoyens qui se sont permis de rêver d'un Niger prospère. Mais hélas, aujourd'hui, rien que du vent. La situation ô combien calamiteuse et désastreuse qui a succédé à ces incantations politiques illustre la vraie nature des vendeurs d'illusions qui dirigent notre pays. La triste réalité a anéanti les efforts et les espoirs de tous les Nigériens, toutes les catégories confondues. Cette situation hypothétique de notre avenir se caractérise notamment par l'amateurisme et l'incompétence et le fait du prince dans une gestion opaque des affaires de l'État. Les violations répétées de la Constitution, le reniement de la souveraineté nationale par l'installation des bases étrangères au profit d'on ne sait qui. Les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple. Les tentatives de modification de la Constitution, la baisse drastique du niveau de vie des Nigériens, la naissance d'un banditisme à col blanc et à une criminalité organisée, la planification d'une délinquance économique dans les cercles du pouvoir, l'enrichissement sans précédent des lieutenants du régime, les tentatives de remise en cause des acquis démocratiques, la rupture d'égalité entre citoyens, la caporalisation pure et simple du pouvoir d'État au profit d'un groupuscule, l'instrumentalisation de l'affaire judiciaire, de l'appareil judiciaire, les violations des droits humains allant jusqu'au déni du droit au travail. Tous unis, tous unis, tous unis, tous unis. L'affairisme et les scandales économiques et financiers à répétition relevés par la presse, l'abandon programmé du système éducatif, pourtant le seul pour l'écrasante majorité des enfants nigériens au profit du privé dont les turfraires du régime acquièrent les installations à grands frais. Qu'à dire. Et comme si cela ne suffisait pas, la caisse de résonance qui nous sert d'Assemblée nationale vient d'adopter un budget lugubre qui sacre la mise en mort des secteurs sociaux de base, drastiquement amputés par ceux-là même qui prétendaient faire office de représentants du peuple.
L'intégralité de cette déclaration, rendez-vous en partie magazine de cette édition d'information. C'est le deuxième titre de cette édition à une semaine de la célébration du Mouloud. Le comité d'organisation de ce grand événement a Kotiré, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Niamey sous la route de Walam, et à pied d'œuvre pour abriter le petit Mouloud. Ce dernier correspond à la semaine d'après le Mouloud. Où en sont avec les préparatifs à ce niveau? Élément de réponse dans ce reportage signé nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Abouakar Souley. Constater de visu l'état des préparatifs entrant dans le cadre de l'organisation du Mouloud dans la cité de Kotiri, telle est la mission que s'est assignée le comité d'organisation de ce grand événement religieux à travers cette sortie dominicale sur le terrain. Une mission qui a acquis l'adhésion totale dans ce village de tous les braves valides dont la contribution vise à rendre salubre le site devant abriter le petit Mouloud. Le comité d'organisation de cet événement se dit satisfait de la visite des différentes réalisations. Au fil des ans, en tout cas, il y a eu des programmations que chaque année, selon les efforts des uns et des autres, on tente d'améliorer les choses. Vous avez vu tout de suite ici dans le village, nous avons visité le nouveau hangar qu'on a mis en place cette année, nous avons visité un magasin, nous avons visité les latrines. Moi, je pense que c'est quand même estimable. Et avant d'arriver ici, vous avez vu, à partir de la P436 qui est la route de Walam, à partir de là-bas, vous avez vu des engins, des camions qui sont en tout cas en mouvement. On est en train de refaire cette voie-là pour que, en tout cas, les conditions d'accès au village ne posent pas problème. La route existait bien avant, mais en fait, il y avait des entraves parce que vous avez pu remarquer quand même là où des travaux de gros génie civil sont en train de se faire. Je parle en l'occurrence du Grand Ravin, là où on a vu des amorces d'un dallo qu'on est en train de faire, et d'un deuxième, plus en tout cas de gros engins de terrassement, de génie civil qu'on a trouvé, qui sont en train de racler la voie, qui sont en train de remplir les trous, qui sont en train de faire en tout cas un travail estimable, un travail très impeccable pour que l'accès des fidèles ne pose pas de problème. Malgré les énormes efforts consentis par le comité d'organisation du Mouloud de Kotiré et l'appui combien inestimable des autorités du pays, des défis restent encore à relever, d'où cet appel. C'est vrai, l'État a fait, ou bien les gens et les autres ont fait ce qu'ils peuvent faire, mais de ne pas vraiment laisser bras croisés, disant que non, c'est fini. Non, c'est pas fini parce que les travaux, c'est maintenant même on a commencé. Donc on veut à ce que l'année prochaine soit meilleure que cette année. Un souci constant du comité d'organisation du Mouloud à Kotiré qui dénote de l'importance que ce dernier accorde à la réussite de la célébration de la venue au monde du sceau des prophètes Mohamed, paix et salut d'Allah sur lui pour l'éthique. Projection hier après-midi au Palais des Congrès de Niamey de la série Delou, une série Hausa de 32 épisodes réalisés par Suleiman Mahaman avec l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers. Le résumé de cette projection avec Nasser Antouf. Après Fils à Papa ou encore la série Soeba, le 7e art Made in Niger fait encore parler de lui à travers la série Delou, une série de 52 épisodes en version Hausa qui retrace le combat d'une jeune femme nommée Delou pour se hisser au plus haut sommet de la société politique. C'est une série, comme vous l'avez vu, même si c'est 3 épisodes seulement que vous venez de voir, c'est une série où une femme va devenir présidente de la République. C'est un rêve, nous espérons que ça sera une réalité. C'est une femme enseignante de son état, activiste de la société civile, qui par la force des choses sera amenée à faire la politique et sera élue présidente de la République. C'est un rêve certainement sous nos cieux, mais nous avons vu avec les films américains, Obama est devenu président après plusieurs films qui ont présenté un président des États-Unis noir. Une série qui a tout son sens. Un film qui fait partie d'un projet qu'on a appelé Culture pour le changement, participation citoyenne des femmes et des jeunes. Donc c'est de faire un peu la sensibilisation en faveur de cette frange de la population parce qu'ils sont les plus nombreux et malheureusement les plus discriminés. Ils ne participent pas à la prise de décision. Donc le rôle de ce film, c'est de contribuer vraiment à un
changement de comportement en faveur de cette large frange de notre société. De l'importance du thème développé par la série, ils sont nombreux les partenaires techniques et financiers à accompagner la production de ces chefs-d'œuvre. J'ai participé avec une équipe d'écrivains pour la rédaction, un peu l'écriture du scénario. Ça a été ça un peu mon rôle aussi. Et ça a été un grand plaisir pour moi. C'est une première pour moi de participer à l'écriture du scénario d'un film. Après la production de 3 des 52 épisodes, au grand bonheur de nombreux cinéphiles ayant fait le déplacement, des témoignages de satisfaction ont été décernés au staff technique ainsi qu'aux acteurs. Avant l'invité du journal, je rappelle que nous avons ce soir le secrétaire général du SNAD. Retenez qu'en sport, la fin aujourd'hui d'un stage aux arbitres et du passage de grade à la ceinture noire de karaté, une activité de la Fédération nigérienne de karaté qui vise à renforcer les capacités des karatékas. Du kata, du Kihon Tumute, c'est à des exercices que les candidats à la ceinture noire ont été confrontés devant un jury. Une activité de la Fédération nigérienne de karaté qui multiplie les initiatives malgré la rareté des ressources financières. Le stage dans le cadre de l'exécution du programme 2007 de la Fédération nigérienne de karaté qui s'est inscrit dans une dynamique où presque tous les 3 mois, en tout cas, nous sommes sur le terrain en train d'exécuter des stages ou bien des compétitions à l'endroit des clubs. Tout ça, c'est à améliorer le niveau technique et le niveau des cadres aussi. Donc, ce stage-là, c'est un stage couplé avec un stage technique. Les deux seront sanctionnés par des diplômes, notamment par des diplômes de ceinture noire de la première jusqu'à la 4e dan. Pour les arbitres, c'est une remise à niveau. Pour les arbitres, surtout les arbitres qui doivent officier les compétitions nationales, qui doivent acquérir en tout cas un niveau permis par la Fédération internationale de karaté. Donc à partir d'août 2016, il y a eu le championnat de l'UPAC, la 15e édition du championnat de l'UPAC. À cette 15e édition, il y a eu un stage d'arbitrage de remise à niveau de tous les arbitres de la zone. Donc ça veut dire que tous nos arbitres qui n'ont pas pu prendre part à ce championnat-là, parce que de nous, l'officier un championnat au rabais à Agadez. Donc c'est pourquoi nous avons tenu d'abord d'aller à la région pour remettre les arbitres à jour. Maintenant, venir à Niamey, remettre ceux de Niamey à jour et ceux qui sont à retard à la région. Donc à partir de ce stage-là, tous les arbitres que nous avons vraiment fait officier du championnat avec des règles qui sont à jour sur le plan international. Avec ce passage de grade et le stage destiné aux arbitres, le championnat national de karaté qui aura lieu à Agadez en marge de la fête d'honneur de la République s'annonce sous de beaux auspices. Avec plus d'un an que nous sommes à la tête de cette fédération, mais comme l'a témoigné le président de l'Union africaine de karaté après le championnat d'Abidjan, il m'a écrit juste après la fin du championnat pour me dire que nos athlètes sont les meilleurs athlètes de la sous-région. Ça veut dire qu'on a au moins tenu à améliorer considérablement le niveau technique de notre karaté qui a pris un coup plus de 500 activités. À Abidjan, nous avons envoyé une équipe de jeunes cadets, de juniors et de jeunes de moins de 21 ans. Nous avons envoyé 20 combattants qui sont revenus avec une moyenne statistique d'une médaille par combattant parce qu'ils ont amené 22 médailles. Donc 4 médailles en or, 7 médailles en bronze et 11 médailles en argent. Rendez-vous est pris dans quelques jours à Agadez pour le championnat national de karaté. Je le disais donc, nous avons ce soir comme invité le colonel Moumouni Bana. Il est le secrétaire général du syndicat national des agents des douanes, SNAD. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir Labari, télévision Labari. Merci bien d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le SG, avec vous donc, nous allons parler de la situation qui prévaut dans votre corps, le corps des douanes. Alors, il y a quelques jours, le gouvernement a nommé quand même une autre force à la tête de l'administration douanière. Quelques heures après cette nomination, on a vu le Ben Snad qui a convoqué une assemblée générale extraordinaire où vous avez été battu de cette question. Monsieur le G, à l'issue de cette déclaration, vous avez décidé de récuser, il faut le dire quand même, le nouveau directeur général de douane. Qu'est-ce qui peut expliquer cette prise de position? Tout d'abord, permettez-moi de remercier la radio-télévision Labari pour avoir donné l'opportunité au bureau exécutif national que je représente ici d'édifier
l'opinion nationale et internationale par rapport à la situation qui prévaut dans le cadre des douanes. Donc, suite au Conseil des ministres du premier passé, donc, un cadre supérieur d'une haute force a été nommé à la tête de notre administration. Et c'est pour cela que les agents des douanes, donc mécontents de cette situation, ont voulu légitimement exprimer leurs émotions. Et nous avons donc à cet effet, suite à une réunion extraordinaire convoquée, une assemblée générale extraordinaire, où les agents des douanes ont eu la plénitude de s'exprimer profondément et donc de dire ce qu'ils pensent de cette situation. Il était sorti clair qu'il s'agissait tout simplement de la violation de deux lois. La première loi qui a été violée, il s'agit de la loi 2011 21 en date de 2011 qui détermine donc la classification des emplois supérieurs de l'État et fixant les conditions de nomination au niveau de ces titulaires. Donc il s'agit clairement d'une disposition contenue dans la loi qui est très claire en ce qui concerne donc la définition de ce qu'on appelle un poste technique. Pour pouvoir donc expliquer à l'opinion nationale que le poste de directeur général des douanes n'est pas un poste politique, puisque la loi qui définit ce que c'est qu'un poste politique et un poste technique est très clair, précis, concis en la matière. L'article 3 de cette loi que j'ai citée, bien que cette loi a été modifiée en 2012, notamment le 17 avril 2012, donc il s'agissait de la loi 2012-023. Mais en ce qui concerne donc les autres dispositions qui n'ont pas changé, c'est au niveau de l'article 5 qu'on précise ce que c'est qu'un emploi, en tout cas supérieur à caractère technique. Et l'article 5 précise que les emplois à caractère technique sont ceux dont le choix et la nomination des titulaires reposent sur des critères de compétence et ou de performance et de profil préalablement définis. Donc, on se retrouve aisément dans le cas de l'espèce, puisque nous, au niveau de l'administration des douanes, la gestion de la carrière des fonctionnaires qu'on appellerait douaniers est gérée, régie par une loi qu'on appelle le statut autonome du cadre des douanes. Il s'agit notamment de la loi 2013-31 du 4 juillet portant statut autonome du personnel du cadre des douanes, modifiée et complétée par la loi 2016-13 du 26 mai 2016. L'autorité investie du pouvoir de prorogation, pour revenir donc à l'autre loi, qui détermine donc les classifications des emplois supérieurs à la tête de l'État, fixant les conditions de nomination de leurs titulaires. L'autorité explique clairement que l'autorité qui a le pouvoir, donc qui a été investie, soit du pouvoir de proposition ou du pouvoir de nomination, est tenue de s'en tenir aux dispositions spécifiques de ces cadres-là. Et nous avons un statut autonome. Donc s'il y a une nomination à un poste supérieur au niveau de notre cadre, il est évident que cette nomination ne pouvait pas sortir du cadre de la douane. Et cela conformément à deux lois. La loi qui détermine la gestion de la carrière du personnel des agents des douanes, qui est le statut autonome, et la loi qui permet donc aux autorités là investies du pouvoir de nomination et de proposition, puis de nomination aux fonctions supérieures, aux emplois supérieurs de l'État, de pouvoir le faire dans le respect des lois et règlements. Ce qui, à un certain nous, à notre niveau, n'a pas été fait parce que la loi n'a pas été respectée à ce niveau-là. Et donc, nous, agents des douanes, nous ne sommes pas d'accord avec cette situation. Et nous avons donc voulu, par le biais de notre syndicat, qui se trouve être un syndicat responsable, utiliser donc les moyens locaux pour exprimer en tout cas notre mécontentement à l'opinion nationale et internationale, pour qu'ils comprennent qu'en réalité, il s'agit d'une situation née de la violation de deux lois. Pour vous, donc, il y a violation de loi en décidant de nommer quand même une autre force à la tête de la DGD. Tout à fait. Alors, il y a violation, on a vu quand même à l'occasion de cette Assemblée générale extraordinaire, les participants quand même ont fustigé cette décision du gouvernement. Du point de vue de conséquences, quelles sont les conséquences de cette nomination?
D'abord, il faut citer quand même le contexte dans lequel nous sommes. C'est un contexte très tendu, un contexte dans lequel l'État attend beaucoup de nous. Et nous, aussi bien au niveau de l'administration qu'au niveau des syndicats, des efforts sont consentis. D'abord au niveau de l'administration. L'administration, en tout cas, a mis en place un comité qui est en train de sillonner l'intérieur du territoire national pour faire un suivi de l'application de toutes les dispositions qui ont été prises à ce fait. Et nous-mêmes au niveau du syndicat, c'est quand même l'originalité même du syndicat des agents des douanes. On s'implique dans le cadre, en tout cas, de la réussite de la mission confiée à notre administration. Puisque aujourd'hui, nous-mêmes, on doit veiller à ce qu'on parle très bien de notre corporation. Et c'est pour cela que nous-mêmes, au niveau du syndicat, nous avons jugé nécessaire de sillonner toutes les unités douanières pendant une mission de 36 jours, pour expliquer aux agents des douanes l'intérêt de cette mission et qu'ils contribuent chacun à sa manière à mettre l'État dans ses droits et à permettre à l'État d'avoir les moyens de son fonctionnement et de mettre en œuvre sa politique de développement, puisque nous sommes des citoyens aussi soucieux du développement de ce pays. Monsieur le Léger, quelle démarche comptez-vous entreprendre pour faire fléchir le gouvernement par rapport à cette violation que vous avez intitulée une violation de loi, en nommant quand même une autre force à la DGD? Je voudrais donc profiter de l'occasion pour un peu corriger le terme fléchir. Je ne pense pas si on peut faire fléchir un gouvernement, mais il est essentiel que lorsque une volonté est née et que même si on est investi du pouvoir de proposer ou du pouvoir de nommer, ou des deux en même temps, il est clair et net que l'expression de cette volonté ne pourra se faire que dans un cadre balisé, encadré. Et c'est quoi les balises? C'est quoi l'encadrement? Ce n'est rien d'autre que les lois et règlements de la République. Je voudrais faire quelque chose. Est-ce que au stade actuel des choses, les lois et règlements de la République me permettent de le faire? Et pour le cas de l'espèce, ce n'est pas possible. Parce que, vous savez, depuis un moment, toutes les forces ont des statuts. Et ça, c'était l'expression de la volonté du peuple nigérien à travers donc ces statuts autonomes-là. D'abord, la Constitution qui a voulu à ce qu'on crée les statuts autonomes, et même au niveau du statut général de la fonction publique qui dit que moi, statut général de la fonction publique, moi, loi qui régit les autres fonctionnaires, je ne suis pas applicable aux fonctionnaires de certaines catégories. Quels sont ces fonctionnaires? C'est les fonctionnaires notamment des forces de défense et de sécurité. Le statut général de la fonction publique a créé les conditions pour qu'on puisse permettre à chaque cadre, dans sa spécialité, de pouvoir avancer normalement. Et c'est même dans ce cadre-là qui est fait donc la gestion de sa carrière, le plan de sa carrière, son développement personnel, pour que tu puisses passer du grade inférieur au grade supérieur, que tu puisses occuper certains postes de responsabilité pour avoir suffisamment d'expérience pour en occuper d'autres. Et être utile dans ta spécialité pour ton pays. Pour revenir à cela, vous savez, toutes les forces en réalité sont très utiles. Et l'État a voulu créer ces forces-là, chacune en fonction de sa spécialité, chacune en fonction du rôle que la force doit pouvoir exercer pour le bon fonctionnement de ce pays. Monsieur le juge, je reviens toujours sur ma question. Vous n'avez pas répondu. Je le disais et je reviens quand même. J'ai dit, quels moyens vous comptez utiliser pour faire revenir le gouvernement sur cette décision? Vous avez bel et bien dit que c'est une violation de loi et vous n'allez jamais baisser la braque pour quand même... Comme je voulais souligner, je répète que nous n'avons pas du tout pour prétention de faire fléchir un gouvernement. Avant tout, nous sommes des forces de défense et de sécurité. Même si nous sommes organisés en syndicat, notre rôle ne peut en aucun cas consister à faire fléchir un gouvernement. Ce que nous visons à travers cet acte-là, il est clair que les autorités investies du pouvoir de nomination et investies du pouvoir donc de proposition, il faudrait qu'ils sachent qu'il y a des choses qui sont révolues et qui ne sont pas possibles dans un état de droit. Oui, des choses qui ne sont pas possibles, mais pas le passé. Mais nous, par exemple, au niveau du syndicat, étant donné que nous sommes un syndicat très responsable, si c'est la méthode d'action que vous voulez savoir, nous sommes un syndicat très très responsable et donc nous comptons user des moyens de droit légaux prévus par les lois et règlements de la République, parce que nous donnons un exemple pour pouvoir donc arriver à faire entendre ces autorités-là ce qui est possible et ce qui ne l'est pas.
Donc, colonel, dans l'histoire de notre pays, des militaires ont eu quand même à diriger l'administration des douanes. Pourquoi là, vous récusez le nouveau directeur général des douanes? Et comme je le voulais souligner en réalité, je suis quand même tenu de revenir sur ça. Vous savez, vous parlez d'une époque. Oui. Et je pense que l'époque là est révolue. Le Niger, en tout cas aujourd'hui, a une constitution et je suis très convaincu que nous sommes dans un état de droit où les lois et règlements sont respectés. À cette époque-là, c'était pendant un régime d'exception où tout était possible. Et même après ce régime d'exception, je pense que les deux autres régimes d'exception que nous avons connus ont fait des efforts pour pouvoir mettre, même s'ils étaient en cas de régime d'exception, de pouvoir mettre à la tête de chaque corporation un cadre supérieur appartenant à cette corporation. Parce que toutes les forces justifient aisément, chacune de ces forces a une mission spécifique à accomplir. Donc il n'y a pas d'interférence de la gestion de ces forces. Monsieur Léger, on a vu que l'ancien DG de la douane, aussitôt il a été limogé, aussitôt il a été transporté du côté de la présidence de la République avec le poste de ministre conseiller. Au niveau du SNAD, quelle lecture faut-il un peu de cette transformation? Aussitôt le DG sauté et on amène un militaire et l'ancien DG se retrouve du côté de la présidence. Nous sommes dans un contexte où vous l'avez dit, vous êtes très attendu. Est-ce à dire qu'à un moment quand même le gouvernement a compris peut-être que au niveau des recettes, les douaniers ne sont pas en train d'accomplir leur mission? Je m'attendais justement à qu'on me pose cette question liée à la performance de l'administration des douanes. Et avec tout ce message qui est en train d'être véhiculé pour continuer à salir et à vilipender la corporation, je suis d'autant plus heureux que, en tout cas, que vous m'ayez en tout cas donné cette opportunité de m'exprimer et de pouvoir donc contribuer en tout cas à laver cette corporation et même contribuer, Inch'Allah, à redorer son image, parce que c'est la mission dont je suis investi en tant que membre du bureau exécutif national d'un syndicat très responsable qui tient à l'image de cette corporation. Vous savez, je ne veux pas m'étaler trop loin, vous donner donc une situation des efforts consentis par les agents des douanes. Je pense que au mépris quelquefois des différentes missions assignées à l'administration des douanes, parce que l'opinion a tendance à croire que l'administration des douanes n'a qu'une seule mission, la mission fiscale. C'est vrai, nous avons une première mission qu'on appelle mission fiscale, qui est d'ailleurs une mission traditionnelle. À côté de cette mission-là, nous avons deux autres missions, pas des moindres, et très importantes, c'est la mission économique et la mission de concours aux autres fonctions. Pour pouvoir donc mesurer les efforts des agents des douanes, je pense que le tableau est clair. Je vais vous donner rapidement quelques chiffres, des chiffres de l'année précédente, puisque pour le moment nous ne sommes pas encore à la fin de l'année 2016, donc je ne voudrais pas vous donner donc des chiffres qui ne sont pas encore disponibles. En ce qui concerne l'année 2016, par exemple, pour ce qui est des prévisions qui ont été faites, l'État avait demandé à l'administration des douanes, par le biais de ses agents notamment et par le biais de la technicité douanière, des outils de management disponibles, en tout cas mis à la disposition de cette administration, de recouvrer 311 milliards de francs CFA. Donc tenez-vous, en ce qui concerne les réalisations que nous, agents des douanes, avons faites, il s'agissait d'une réalisation de 421 milliards, soit une différence de 120 et quelques milliards en plus, soit un taux de réalisation, figurez-vous, de 135%, 135,58% de réalisation. Ça c'est pour 2015. Ça c'est en ce qui concerne l'année 2015. Voyez-vous, donc en ce qui concerne l'année 2015, l'administration des douanes, les agents des douanes ont fait un effort remarquable et qui mérite d'être salué. Je profite d'ailleurs du podium pour dire merci en tout cas à tous ces agents des douanes, en tout cas pour avoir fait un travail formidable qui a contribué donc à mettre l'État dans ses droits et à donner une très bonne image de l'administration des douanes, même si des messages sont vilipendés, des messages sont passés pour contribuer donc à salir cette corporation, qui ne fait d'ailleurs que mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière douanière. Nous, agents des douanes, nous sommes très conscients du rôle que nous devons jouer. Et avant tout, nous sommes des citoyens responsables qui savons qu'en tant que citoyens, nous devons jouer un rôle pour développer ce pays
puisque personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Et pour cela, aucun effort n'est managé par les agents des douanes. La douane que vous voyez, ce n'est pas seulement la douane à Niamey. La douane réelle, c'est à l'intérieur du pays, où un agent des douanes quitte un poste pour aller à un autre poste à 30 km dans une zone désertique tout seul pour mobiliser des recettes. Parce que ça mérite d'être souligné. Oui, parce que c'est dans ce cadre-là. Oui, vous l'avez bien dit que les recettes que vous êtes en train de faire sont quand même en deçà des besoins, des trucs, des défis que le gouvernement vous a donné. Alors, on va revenir sur quand même une affaire qui défait la chronique depuis quelque temps au niveau des médias. Vous m'avez parlé. Ok, allez-y. Puisque les réalisations ont été faites en 2015, je profite de ce podium pour remercier les agents des douanes qui ont fait cet effort. Il ne s'agit pas seulement des agents des douanes qui sont dans les zones citadines, Niamey, Maradi, Zender. Non, il faut aussi penser à ces agents des douanes qui font des efforts et qui sont dans des conditions extrêmement difficiles de travail. Moi, je suis uni toutes les unités douanières. Je connais les conditions de travail dans lesquelles ces agents sont. Ils sont dans des zones désertiques où un seul agent quitte seul pour aller à un poste à une trentaine de kilomètres dans une zone désertique pour pouvoir mobiliser de l'argent pour l'État. Voilà. Malgré tout ce que vous êtes en train de faire, vous l'avez dit, monsieur le SG, de l'autre côté, certains de vos collègues quand même sont cités dans des affaires, dans des sales affaires. La dernière, c'est l'affaire de la Soraz, où certains de vos collègues seraient trempés dans cette affaire. Et jusque-là, on n'a pas vu le SNAD réagir. On n'a pas vu également le SNAD réagir depuis quelque temps sur cette affaire de Bolloré, qui a également défait la chronique. Qu'est-ce qui peut expliquer un peu ce silence de votre syndicat? Et on ne pourra pas dire, puisque d'abord nous sommes très respectueux des procédures judiciaires. Vous avez souligné vous-même qu'il s'agit d'une procédure qui est en cours devant une juridiction à charge de ce dossier. Nous sommes dans un état de droit où nous croyons aux procédures judiciaires. Nous croyons également à l'indépendance de la justice. Donc cette affaire a atterri sur le terrain judiciaire, donc ce n'est pas une affaire que nous pouvons interpréter. Par contre, l'éclaircie que nous pouvons apporter à l'opinion nationale, c'est que l'opinion nationale doit comprendre qu'au-delà des chiffres qui sont balancés, à gauche, à droite, n'a rien à voir avec la réalité de la question. Il faut partir de l'histoire même de cette affaire-là. Voilà du matériel, je vous assure, qui n'appartient pas à l'État. Voilà du matériel, je vous assure, qui n'appartient pas à la Soraz. C'est du matériel qui appartient à une société qui à un certain moment a eu le contrat de construire la Soraz. C'est comme si vous aujourd'hui on vous donne la possibilité de construire une école. Donc vous faites une commande de matériel qui vient, qui a un régime douanier, vous construisez l'école, il y a un reliquat. Puis après vous disparaissez. À un certain moment, quand les investigations ont été poussées loin, l'administration a constaté que le matériel est en situation irrégulière. Et donc, par le biais de cette procédure, l'administration, puisque du matériel qui était en train d'être volé, je vous assure que si l'administration ou les agents des douanes ne sont pas intervenus, ce matériel serait volé entièrement. Du côté de Soraz. Et ce n'est pas les agents de Soraz qu'on pourra indexer pour vol, ce n'est pas les agents des douanes qu'on pourra indexer pour vol, parce que ce ne sont pas des marchandises sous douane, c'est des marchandises qui ont déjà un régime douanier et qui ont un propriétaire. Donc ce matériel-là était dans cette situation. Les agents des douanes ont fait l'effort d'investiguer et de se rendre compte que la situation du matériel et de ces matériaux était irrégulière. Et l'administration a demandé à ce que le matériel soit confisqué et aliéné au profit de l'administration. Donc, pour vous dire que d'abord, au niveau de ces montants de valeur que les gens se permettent de balancer à tort et à travers, en réalité, il s'agit d'une situation qui date de longtemps, où quand le matériel était arrivé, d'abord ce matériel-là a fait l'objet d'une grande surfacturation. Et puis, de la part sûrement de celui qui a déclaré. Il y avait une surfacturation et quand on fait une vente aux enchères, normalement on devait faire une mise à jour, puisque c'est quand même du matériel de 2012. Vous conviendrez avec moi, du ciment de 2012 ne peut pas être utilisé pour construire en 2016. Ça doit devenir du ciment périmé, avarié, inutilisable.
Voilà, donc si on prend des valeurs de 2012 par exemple, quand le matériel est arrivé, admis en ATN, et on considère la même valeur en 2016, on aurait pu au moins penser à une actualisation de la valeur de ces marchandises pour pouvoir faire la part des choses entre les marchandises qui sont en très bon état et des marchandises qui sont déjà périmées. Donc, moi je pense que par rapport à cette situation, je ne me permettrai pas d'apprécier dans le fond le dossier judiciaire. Voilà. Mais les faits, tels que les faits se sont produits sur le terrain, c'est ça que je suis en train d'expliquer à l'opinion nationale, de ne pas croire aux chiffres qui sont balancés à gauche, à droite, qui n'ont pour but que de contribuer à ternir l'image de l'administration des douanes. Je viens de vous donner les chiffres réalisés, et c'est à partir des chiffres réalisés que l'administration des douanes contribue aussi à développer ce pays. C'est important de le souligner parce qu'avec ces fonds, c'est avec ces fonds que l'État construit les écoles, c'est avec ces fonds que l'État paye les fonctionnaires, paye les élèves, c'est avec ces fonds que l'État construit les routes, etc. Et c'est avec ça également que l'État nous paye, nous fonctionnaires, sur le lieu de contrôle. Voilà, et on va finir avec quand même cette question brûlante. C'est votre nouveau directeur général qui est de l'armée, et le SNAD a décidé de récuser quand même ce nouveau DG. Jusqu'où vous comptez aller dans cette lutte? Ici, je voudrais simplement souligner que nous sommes un syndicat très très responsable. D'abord un syndicat qui est respecté au niveau de la sous-région, puisque ça fait même pas longtemps que nous venons du forum des agents des douanes, où le syndicat des agents des douanes est une référence. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui les gens ont le regard fixé sur notre comportement, soyez rassurés, nous allons utiliser les moyens de droit. Il n'y a pas de violation de la réglementation. Nous voulons d'une action, nous allons faire en sorte que les actions que nous allons mener, en tout cas, soient encadrées par les lois et règlements de la République du Niger. Monsieur Léger, pour finir, comment redorer le blason de la douane nigérienne? Actuellement, vous êtes il s'agit de laver et de redorer, puisque la douane a été vilipendée, traînée dans la boue. Il faut laver cette image. Redorer, c'est pour donner une nouvelle image, la meilleure, la bonne. La douane, c'est ma vocation, j'aime la douane. Et je suis très confiant, en tout cas, que les jeunes que nous sommes porteurs d'espoir dans cette corporation. Nous avons juste besoin d'encadrement. Et pour cela, nous, en tant que syndicat, nous allons œuvrer pour mettre en œuvre sensibilisation, encouragement, le mérite, le respect des lois et règlements. Nous allons y veiller jusqu'à ce que l'image de cette administration qui a été vilipendée, l'image de cette administration qui a été traînée dans la boue, soit lavée de soupçons, soit lavée de tout et en tout cas redorée. Voilà, merci bien monsieur Mouli Bana, le colonel Mouli Bana. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des agents de douane de SNAD. Avec vous, donc, nous avons eu à décortiquer votre dernière sortie médiatique qui est née de la nomination d'un cadre d'une haute force à la tête de l'administration des douanes et aussi de l'externalisation des attributions des agents du cadre de douane. Monsieur Léger, bonne chance. Merci beaucoup. Et nous en venons à la partie magazine de cette édition. Je l'annonçais au début de cette édition. La partie magazine est consacrée à l'intégralité de la déclaration de la rendue publique ce matin par des structures de la société civile et associations. Ces structures appellent à une marche de protestation ce mercredi 21 décembre 2016. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon début de semaine à tous. Au revoir. 4 décembre. À l'effet d'examiner la situation socio-économique et politique périlleuse que vit notre pays. Vu la Constitution du 25 novembre 2010, vu la loi numéro 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique, vu la loi numéro 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger, vu la convention collective interprofessionnelle, vu l'ordonnance numéro 84-06 du 1er mars 1984 portant régime des associations, modifiée et complétée par la loi numéro 91-06 du 20 mai 1991, considérant les tentatives répétées de trituration de la Constitution nigérienne, considérant la situation sécuritaire très préoccupante de notre pays,
considérant la situation délétère de l'école nigérienne, considérant les tensions de trésorerie ambiante, considérant la situation socio-économique désastreuse que traverse le pays, considérant la baisse drastique du niveau de vie et du pouvoir d'achat des Nigériens, considérant le budget injuste que la caisse de résonance qui nous sert d'Assemblée nationale vient d'adopter, considérant le bouillonnement du front social dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des municipalités, des transports et en particulier chez certaines catégories socio-professionnelles comme les commerçants, des guerpis, les travailleurs de la CNPC, les transitaires et les admis des concours annulés, etc. Considérant les mesures injustes et les violations répétées des droits des travailleurs par le gouvernement, révocation des agents, annulation des concours, non-paiement des pécules et des salaires à terme échus, considérant le baradage de nos ressources naturelles du sous-sol, considérant le train de vie démesuré et budgétivore de l'État, considérant la flambée des produits de première nécessité, considérant les différents scandales et crimes financiers et économiques mis sur la place publique par la presse, affaire Bolloré, affaire passeport informatisé, saisie douanière, déguerpissement des commerçants, considérant la rupture d'égalité entre les citoyens, considérant la note de service numéro 0326 du 31 octobre 2016 portant les nouvelles tarifications douanières, considérant la situation agro-silvopastorale déficitaire, faisons la déclaration dans la teneur suit. Au lendemain de la transition militaire de 2010, les Nigériens, toutes sensibilités confondues, avaient nourri le légitime espoir d'un Niger nouveau qui serait un havre de paix où il ferait bon vivre. Cet espoir s'est encore amplifié lorsque le régime qui venait de s'installer a annoncé l'ouverture de grands chantiers. Sommes tous promoteurs. À cela sont venus s'ajouter la mise en exploitation du pétrole et l'annonce de celle des mines d'Azélik et de Mouraren. Ces effets d'annonce ont ému nos concitoyens qui se sont permis de rêver d'un Niger prospère. Mais hélas, aujourd'hui, rien que du vent. La situation ô combien calamiteuse et désastreuse qui a succédé à ces incantations politiques illustre la vraie nature des vendeurs d'illusions qui dirigent notre pays. La triste réalité a anéanti les efforts et les espoirs de tous les Nigériens, toutes les catégories confondues. Cette situation hypothétique de notre avenir se caractérise notamment par l'amateurisme et l'incompétence et le fait du prince dans une gestion opaque des affaires de l'État, les violations répétées de la Constitution, le reniement de la souveraineté nationale par l'installation des bases étrangères au profit d'on ne sait qui. Les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple. Les tentatives de modification de la Constitution, la baisse drastique du niveau de vie des Nigériens, la naissance d'un banditisme à col blanc et à une criminalité organisée, la planification d'une délinquance économique dans les cercles du pouvoir, l'enrichissement sans précédent des lieutenants du régime, les tentatives de remise en cause des acquis démocratiques, la rupture d'égalité entre citoyens, la caporalisation pure et simple du pouvoir d'État au profit d'un groupuscule, l'instrumentalisation de l'affaire judiciaire, de l'appareil judiciaire, les violations des droits humains allant jusqu'au déni du droit au travail. Tous unis, tous unis, tous unis, tous unis. L'affairisme et les scandales économiques et financiers à répétition relevés par la presse, l'abandon programmé du système éducatif, pourtant le seul pour l'écrasante majorité des enfants nigériens au profit du privé dont les turfraires du régime acquièrent les installations à grands frais, qu'à dire. Et comme si cela ne suffisait pas, la caisse de résonance qui nous sert d'Assemblée nationale vient d'adopter un budget lugubre qui sacre la mise à mort des secteurs sociaux de base, drastiquement amputés
par ceux-là même qui prétendaient faire office de représentants du peuple. Allah ya isa. Amin. Allah ya isa. Amin. Allah ya isa. Amin. Tai tawhid. Tai tawhid. Tai tawhid. Tai tawhid. Zedara bagumo. Zedara bagumo. Bagumo. Donya bagumo. Bagumo. Mafayil nabi zai. Amin. La kalkanera. Amin. Ilko min kasai. Amin. Au profit exclusif des apologistes logés à la présidence, à l'Assemblée nationale et au cabinet du Premier ministre et dont les fonds politiques et le budget de fonctionnement ont connu une augmentation vertigineuse dans la plus grande immoralité. Nous, organisation de la société civile nigérienne, soucieuse de notre pays, décidons de dire non à ces pratiques mafieuses, divisionnistes, antidémocratiques, anti-républicaines. C'est pourquoi, à compter de cette déclaration, nous nous engageons à mener sans relâche des actions pour barrer la route à ces dérives dictatoriales et autres scabeuses pratiques dignes d'une république bananière. Refusons catégoriquement que nos forces de défense et de sécurité se fassent tuer délibérément alors que les armes sont stockées à la présidence. N'accepterons plus jamais que des travailleurs et des jeunes admis à un concours se fassent revoquer à tour de bras. Dénonçons la généralisation de la corruption et autres passe-droits érigés en mode de gouvernance entretenu par les ténors du régime. Récusons la démesure du train de vie de l'État caractérisé par des emplois fictifs à la présidence, notamment sous le dos du contribuable nigérien. Dénonçons l'impunité dont jouissent les tenants du régime et leurs protégés. Combattons contre la liquidation insidieuse de l'école nigérienne et de sa jeunesse. Ainsi, il est temps de dresser cette situation chaotique. Pour cela, nous sommes décidés à mener des actions jusqu'à ce que ce régime extravagant change de pratique. D'ores et déjà, une marche de protestation est prévue pour le mercredi 21 décembre pour dire non à la gestion patrimoniale de l'État, non à la vie chère, non à la liquidation du système éducatif et de sa jeunesse, non à la corruption, non à la gabegie, non à la trituration de la Constitution, non à un budget du fait de prince déséquilibré, injuste et léonien. Non à une administration gangrénée, corrompue et politisée à outrance. Non à la spoliation des biens des citoyens. Aussi, toutes les couches sociales de notre pays sont invitées à participer massivement à la marche de protestation des syndicats du secteur de l'éducation le mercredi 6 décembre 2016. Tous unis, tous unis, tous unis. Aussi, toutes les couches sociales de notre pays sont invitées à participer massivement à la marche de protestation des syndicats du secteur de l'éducation prévue pour le mardi 6 décembre 2016. Enfin, profitant de l'occasion, nous nous félicitons de la mobilisation générale ayant abouti à la libération de l'artiste humoriste Adam Ekano. Et saluons la victoire du peuple gambien sur la dictature de Yahya Jammeh, ont signé les organisations de la société civile nigérienne.